On s'est toujours positionné sur la formation à distance, non pas comme un dogme, mais comme étant un moyen d'aller à la rencontre des personnes qui méritent d'avoir le droit de se former à la médiation animale. On n'a pas à rougir en termes de pédagogie, en termes d'expérience d'apprentissage, de réseautage, parce que la plus belle des récompenses, c'est quand nos stagiaires nous disent « j'avais même oublié qu'on était à distance ». Bonjour et bienvenue sur la chaîne des entrepreneurs animaliers. Je suis très heureux de vous retrouver pour une émission un peu particulière aujourd'hui puisque je suis bien entouré. Aujourd'hui, j'ai avec moi Fiona. Bonjour Fiona. Bonjour. Tu es notre Customer Success Manager. On ne dit pas comme ça en interne, on va parler de référente parcours. Est-ce que tu peux nous dire en 2 mots ce que tu fais ? Ouais, en gros, je suis chargée de la réussite des apprenants de la formation. Donc, je les accompagne tout au long de leur parcours, dès le début de leur inscription dans la formation jusqu'à la période de certification. Et voilà, en cas de questions, en cas de besoin, je suis toujours là pour les soutenir, pour les accompagner. Et puis, mon rôle surtout est de faire en sorte qu'ils réussissent à aller au bout de leur formation, de leur parcours et qu'ils réussissent haut la main. Romain, qui est notre fil rouge des entrepreneurs animaliers, tu es là depuis longtemps. Je suis un dinosaure chez les entrepreneurs animaliers. J'ai été la première personne que tu as recrutée et je suis encore là aujourd'hui. Alors qu'est-ce que tu fais aujourd'hui ? Et aujourd'hui, je suis le chargé de communication des entrepreneurs animaliers. Donc c'est moi qui mène un peu à la baguette toute la communication sur les réseaux sociaux, le média des entrepreneurs animaliers, donc que ce soit la chaîne YouTube ou alors le site internet aussi. Voilà, je suis un peu sur tout ça et je fais aussi partie des reportages derrière la caméra surtout. Bienvenue Romain. Bonjour Lucie. Bonjour. Et toi, donc, que fais-tu chez les entrepreneurs animaliers ? Alors moi je suis responsable administrative et pédagogique. On va dire que j'accompagne les apprenants à travers tout leur parcours administratif, donc même avant l'admission, au niveau de l'inscription, mais jusqu'après la certification, jusqu'à la fin de la formation. Mais aussi je suis les petites mains des entrepreneurs animaliers, donc vraiment tout ce qui concerne la partie gestion administrative, dont je vais m'occuper aussi bien de comptabilité, je vais faire du service clientèle, un petit peu de renseignement, des gestion administrative de documents, de signature de documents. Voilà. Je vais être les petites mains qui vont être partout, qui vont essayer d'aider tout le monde, aussi bien l'équipe que nos clients. Donc, voilà. Eh bien, bienvenue. Et donc, moi, vous me connaissez, Tristan. J'ai fondé les entrepreneurs animaliers en 2018 et aujourd'hui, j'avais envie qu'on fasse une rétrospective de 18 mois de folie intense qu'on a pu vivre tous ensemble. Graduellement, puisque vous êtes arrivés progressivement. Avant ça, si vous nous regardez et que vous avez l'habitude de nous suivre sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, évidemment de liker, parce que ça nous fait toujours plaisir et que c'est grâce aussi à votre soutien qu'on peut continuer à proposer des reportages dont on va parler tout à l'heure, des analyses et tout un tas de super vidéos sur la chaîne YouTube des entrepreneurs animaliers. Donc remettez pas ça à plus tard, faites-le maintenant, comme ça ce sera fait. Donc on vous a réservé pas mal de petites choses, on va faire une rétrospective de ces derniers mois parce que beaucoup de choses se sont passées et beaucoup de gens ont envie d'en savoir un peu plus sur ce qu'on fait, sur ce qu'on propose, mais aussi sur qui on est dans l'envers du décor, dans les coulisses. Et rien de mieux que de vous partager une petite ribambelle de photos parce qu'on a fait beaucoup de photos dans notre équipe et donc je voulais vous partager quelques petites choses. Vous voulez qu'on commence ? Allez, On peut y aller. À la première photo, on va remonter un peu à la genèse de cette aventure entrepreneur animalier version 2.0. C'est le 26 avril 2024. Vous voyez une photo de moi avec une petite coupe de champagne. Je suis un peu boursouflé sur cette photo. Je me souviens très bien de ce jour-là. C'est le jour où on a été reconnu par France Compétences. Donc, où la formation de médiation animale a été reconnue par l'État. Romain, toi, tu te souviens dans quel état j'étais à ce moment-là ? T'étais pas en bonne posture, si je puis dire. J'étais en fauteuil roulant. J'avais un pied qui faisait 3 fois l'autre. J'étais hyper malade. Je sortais de l'hôpital, même t'étais chez moi à ce moment-là quand je suis allé à l'hôpital. Et c'est à cette période-là où on a appris la reconnaissance de l'État de notre formation.
Je me souviens, je devais aller à l'Assemblée générale de l'EFCF. L'EFCF, vous savez, c'est l'association européenne des fermes d'animation dont j'ai la chance d'être membre. On organisait l'Assemblée générale cette année-là. Et je me suis retrouvé en fauteuil roulant. Et donc j'ai appelé Sophie ce jour-là pour lui annoncer qu'on avait obtenu la certification. Elle s'est mise à pleurer au téléphone. C'était chouette. Donc salut Sophie si tu en regardes, parce que tu nous manques autour de cette table. Tu te souviens toi, Romain, de ce que ça a créé chez nous ce moment-là? Ça a créé beaucoup de choses, notamment une zone inconnue, parce qu'on ne savait pas vers quoi on allait partir, parce que c'était vraiment un renouveau pour les entrepreneurs animaliers et vraiment une nouvelle dimension qu'on allait prendre sans le savoir. Donc on était à l'aube de nombreux défis à réaliser, et ça a été plutôt une belle surprise, et on était tous très contents au moment de cette nouvelle. Même si tu avais une jambe emplâtrée, on a pu quand même savourer un verre à distance. Ouais, c'était cool comme moment. Moi, j'ai eu le sentiment sur cette période-là que j'étais un peu comme on était un petit cuisinier, tu sais, qui fait ses petits plats, et d'un coup, tu es invité par le président de la République pour faire le dîner d'un G7, tu sais. Genre, on entrait presque de force dans la cour des grands. On avait notre formation de médiation animale qui était ce qu'elle était, qui était faite avec notre cœur, avec nos tripes. On avait déjà formé plus d'une centaine de personnes au moment où on a obtenu l'habilitation de l'État. Mais on n'avait pas encore ce Saint Graal qui est la reconnaissance. Il y avait à cette époque-là 2 acteurs historiques de la médiation animale qui étaient qui étaient installés depuis très longtemps, qui avaient aussi leurs avantages et leurs défauts. Et là, on est arrivé, on a foutu un coup de pied dans la fourmilière. D'un coup, il y a un 3e acteur qui arrive et qui entend révolutionner complètement le monde de la formation en médiation animale, avec ce pari un peu osé de la formation à distance sur un métier humain, animalier, etc. Donc c'est une période très particulière, parce qu'elle a clairement marqué un tournant dans notre aventure. Et depuis, des centaines de personnes nous ont rejoints grâce à ça. C'est-à-dire que ce logo France Compétences qu'on arbore fièrement, c'est grâce à ça en fait qu'on arrive à faire rayonner la médiation animale et à continuer cette aventure. Romain, la prochaine carte, elle est pour toi. Allez, je me lance alors. Auprès des couves, inauguration. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Alors, pour revenir à ça, Auprès des couves, ça a été l'un de nos reportages qu'on a réalisé. Sur la carte, il y a le mot inauguration, parce qu'on a pu tourner l'inauguration du lieu Auprès des couves. Et ce lieu-là, c'est un peu une belle histoire d'amour chez les entrepreneurs animaliers, parce que c'est un duo qu'on a formé au sein des entrepreneurs animaliers sur notre formation Objectif Ferme pédagogique et thérapeutique. Donc on a pu rencontrer pour de vrai Estelle et Scheherazade, et on a pu tourner au sein de chez eux vraiment la preuve concrète et l'utilité de la formation qu'on proposait à distanciel. Et là, c'était vraiment ce qu'on voyait, enfin tout ce qu'on leur avait donné comme élément d'information et la mise en place de leur projet. Ce qui était génial, c'est qu'on avait... T'as oublié de dire qu'on les a formés séparément. Elles ne se connaissaient pas. Donc c'est 2 personnes qui ont suivi une formation chez nous et qui, grâce à tout ce qu'on a mis en place, ont fini par se rencontrer au point de se marier professionnellement. Parce que là, on parle clairement d'un contrat de mariage. Elles ont acheté un lieu ensemble, elles ont créé une société immobilière ensemble, etc. Enfin, c'est énorme. Et je me souviens encore du jour où j'ai appelé Estelle pour prendre de ses nouvelles, parce qu'on prend souvent des nouvelles de nos anciens apprenants, et de façon complètement anodine: tiens Estelle, comment ça va, qu'est-ce que tu deviens? Ah bah Tristan, je comptais t'appeler parce qu'on va inaugurer et je veux que tu fasses le discours d'inauguration de notre ferme. C'est une des premières fermes pédagogiques qu'on ait réussi à vraiment inaugurer de façon officielle suite à tout l'accompagnement des entrepreneurs animaliers. Donc je voulais déjà les remercier de leur invitation, mais aussi rendre hommage à tous ces autres projets qu'on a pu croiser. C'est aussi une consécration un peu pour les entrepreneurs animaliers, parce qu'elle t'a demandé justement de faire un discours sur les fermes d'animation. Donc on accentue encore plus notre domaine d'expertise, et t'étais un peu cette référence-là au niveau des fermes pédagogiques. Et j'ai trouvé ça très intéressant de sa part qu'elle puisse te proposer, enfin qu'elle te propose directement à toi. Ouais, ça m'a fait plaisir, et au-delà de
Alors ça fait du bien à l'ego, c'est agréable, et puis c'est vrai que pour le rayonnement de notre école, où c'est notre promesse initiale, on est là pour faire réussir des projets, on est là pour accompagner des personnes à se réaliser dans leurs projets, dans leur passion pour la nature, pour l'humain et l'animal. Mais là, ça devenait concret. Mais c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Parce qu'en fait, des projets comme le sien, il y en a beaucoup d'autres. Et on n'a pas été invité à toutes les inaugurations, évidemment. Mais en fait, il y en a beaucoup qui ont vu le jour. Et je me souviens que pendant les premières années des entrepreneurs animaliers, on va dire de 2018 à 2021, 2022, on ne pouvait pas prouver que tout ce que j'avais mis en place, toutes les méthodologies, tous les outils que je leur donnais, conduisaient à la réussite du projet. Parce que par définition, un projet, ça prend 3 ans à monter. Ça prend 2 à 3 ans. Il vous faut l'acquisition du terrain, il faut trouver les animaux, il faut trouver le sang public, il y a beaucoup de choses à faire. Et donc, on n'était que sur une promesse pendant des années. Et là, d'un coup, on a eu des petites pop, plein de fermes pédagogiques, une, puis 3 jours après, une autre. Et au point de pouvoir de recevoir des invitations à des inaugurations et de dire je suis désolé mais là je suis occupé, je suis en tournage quelque part, je fais ceci, je fais cela, et en fait d'en avoir maintenant des dizaines et des dizaines de projets, si bien que quand on voit, là on parlait de l'association des fermes d'animation tout à l'heure, les fermes pédagogiques naissantes qui adhèrent à l'AFA, il y a une très grosse partie qui viennent de chez nous en fait, parce que le dynamisme des fermes pédagogiques vient d'ici. Et même au-delà de la réussite du projet et de la formation, nous, avec les entrepreneurs animaliers, ce qu'on veut, c'est pas seulement former les personnes, c'est d'aller au-delà. Généralement, comme tu dis, une ferme pédagogique, ça met 3 ans à se créer. La formation, c'est 4 mois. Sauf qu'avec Estelle, par exemple, maintenant, elle fait partie intégrante des entrepreneurs animaliers où elle travaille avec nous maintenant quotidiennement au-delà de la ferme pédagogique. Ouais, c'est une belle histoire. On pourra même revenir dessus, mais c'est vrai que on a une relation assez particulière qu'on a créée avec chacun de nos clients. On va pas se le cacher, peut-être plus avec certains qu'avec d'autres en fonction de leurs réponses, des affinités qui peuvent se créer, etc. Mais en tout cas, on est toujours très disponible et très ouvert. Et il y a eu cette connexion qui s'est faite assez rapidement avec Estelle. On a d'ailleurs même monté des projets ensemble avant qui n'ont pas forcément abouti, mais on avait cette envie de collaborer. Et on va revenir après sur les photos, donc je vais pas spoiler, mais il y a des petites pépites à découvrir. Je regarde s'il n'y avait pas autre chose. Moi, j'avais noté une autre date quand même, le 23 juillet 2024. On a fait notre premier jury de certification de la formation en médiation animale. Tu n'étais pas encore là, Lucie, mais tu vas pouvoir après nous faire un petit retour. La promo Écureuil. Ouais. La promo Écureuil, ils sont 9 à avoir été certifiés et c'est les premières personnes à avoir eu la certification telle qu'elle est déposée auprès de l'État. Je peux vous dire qu'en interne, on flippait un peu quand même. Parce que moi, j'ai dû recruter, donc j'ai travaillé avec Hélène Saint-Dizier, qui est docteur en éthologie et qui est devenue ma présidente de jury. Donc je passais de quelque chose où on contrôlait tout en interne. Jusqu'à présent, on faisait de la certification, mais c'était avec Sophie Lamidé. C'est nous qui faisions la formation et on faisait passer les évaluations, on certifiait. Et là, on est passé d'un système où il fallait réglementer quelque chose, créer un cahier des charges et dire à un jury extérieur, eh bien, vous allez avoir le destin de nos apprenants. Je peux vous dire que quand tu lâches ton bébé à quelqu'un d'extérieur, c'est c'est un sacré engagement. Et Hélène a vraiment été au rendez-vous. Elle a vraiment été au rendez-vous de ça. Pour qui est la prochaine ? Ah, mais c'est pour moi, ça. Ouais. Je ne sais pas si je dois la montrer à la caméra, celle-là. Donc ça, c'est moi. En costard à Dubaï, il y a marqué « Aidez-moi ». Aidez-moi. Donc, reconnaissance de l'État. On passe d'un petit centre de formation avec une dizaine d'apprenants, parfois une vingtaine, par promo, des promos tous les 3 mois, donc quand même très 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 restreint en termes d'impact. Et d'un coup, reconnaissance de l'État, tout le monde veut venir se former chez nous. Et là, waouh, t'as le vertige. Vraiment, d'un coup, t'as le vertige. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout de suite compris que il fallait qu'on s'entoure, qu'on bâtisse des fondations solides entre nous, mais aussi avec des personnes à l'extérieur. Donc je suis allé voir entrepreneur.com. Et vous pouvez aller voir sur Internet ou sur YouTube, ils sont quand même assez connus, qui nous ont fait rentrer dans un programme d'incubation sur 1 année
Alors là, tout a changé parce qu'on est passé du petit artisanat au pro et à vraiment toute l'ingénierie de formation qui va derrière et la gestion d'une entreprise. Et je vais leur rendre ce qui leur appartient. C'est grâce à eux aussi qu'on s'est accordé de former plus de personnes. Moi, jusqu'à présent, j'avais un blocage psychologique à former plus de personnes. Je me disais, si on forme plus de personnes, on va mettre plus de personnes sur le marché du travail qui vont entrer en concurrence. J'avais des problèmes. Je me posais des questions au niveau de l'éthique, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce qu'on va être capable d'assumer, etc. Et en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est que la médiation animale, c'est pas un truc dans l'air du temps. C'est quelque chose alors, ça existe depuis le 9e siècle, mais c'est quelque chose qui est en train de s'installer durablement dans le paysage du médico-social, de l'éducatif. Et on y est ou on n'y est pas, quoi. Si les gens veulent se former, ils vont se former. Donc autant leur apporter, si on a décidé que on voulait être les meilleurs et qu'on voulait leur apporter la meilleure expérience possible de formation, on ne pouvait pas les refuser. Donc c'est là où on a commencé à ouvrir un peu plus les promos, ouvrir plus de places. Et c'est là où du coup l'idée de te recruter a commencé à naître dans mon esprit, puisque je pouvais clairement pas faire ça tout seul avec Romain qui gérait la communication et les rendez-vous pédagogiques. On peut peut-être enchaîner d'ailleurs sur ce point-là, on verra le petite pépite après. Mais c'est ça, donc en octobre, ce sera l'autre sujet, mais en octobre 2024, donc il y a bientôt un an, j'ai vu une annonce très intéressante, et en fait c'est ça, les entrepreneurs animaliers cherchaient quelqu'un pour renforcer l'équipe ou prendre le relais d'une personne qui était aussi en train de partir. Mais avec c'est ça, la popularité qui montait des entrepreneurs, il y avait aussi de la demande, il y avait un peu une répartition des tâches, on sentait, je pense, les choses se remettaient en place au sein des entrepreneurs animaliers, et donc où les entrepreneurs animaliers cherchaient quelqu'un. J'étais très intéressée et on a pu discuter du coup il y a un an ensemble. Et ça a matché pour l'aspect vision, les envies de faire bouger les choses, d'accompagner des gens aussi dans des beaux projets. Donc sur ces sujets-là, ça a vraiment été invitant, disons. Et donc on est parti dans l'aventure ensemble. J'ai rejoint l'aventure entrepreneur animalier. Et des belles surprises, j'ai trouvé déjà une équipe vraiment sympathique, soudée aussi, et avec des belles motivations. Des projets ambitieux et aussi une structure, une petite équipe, mais des processus bien faits, bien organisés. Donc il y avait des défis qui se portaient, et j'avais aussi envie de rejoindre ces travaux de nouveaux défis et de nouveaux projets ensemble. C'était quoi le constat quand tu es arrivé quelle était ta première impression quand tu es arrivé vraiment en interne? C'est sûr, si je parle de niveau, je suis vraiment plus dans l'aspect technique des choses, mais c'est l'aspect bien organisé, des processus vraiment intéressants déjà en place, assez solides pour pouvoir avancer et se permettre de tester dans des nouvelles directions, d'aller accompagner autrement, de trouver améliorer les choses pour mieux accompagner encore les apprenants. Donc c'était ça, je me sentais en sécurité à ce niveau-là, pour dire, allez, testons, allons-y, cherchons, améliorons encore mieux les choses, faisons ça bien. Et ta mission, d'ailleurs, elle a pas mal évolué. Au début, tu étais en direct avec nos apprenants. Oui. C'est toi qui gérais la relation avec nos apprenants. Qu'est-ce que tu as appris de cette période-là où c'est toi qui les accompagnais, c'est toi qui t'occupais de la motivation, du suivi des personnes en formation chez nous? Ce que j'ai vraiment apprécié, c'est le contact humain en permanence, tous les jours. C'est différent. J'ai déjà travaillé en service à la clientèle avant, c'était pas du tout le même relationnel. Là, on accompagne dans une portion de vie quand même pour 6 mois, voire plus pour certaines formations. Donc on passe un moment de vie ensemble. On le sent qu'il y a aussi des changements de vie pour pas mal de personnes. Et c'est ça qui est agréable, découvrir toutes ces personnalités différentes, ces projets naissants ou en cours, ou des renouvellements de gens, de vie. J'ai adoré ça. Et j'adore encore, on rencontre vraiment des belles personnes. Est-ce que tu as eu l'impression qu'on rentre dans l'intimité des gens quand on fait ce job? Oui, je pense que... on en parlait aussi avec Ecouv, mais on voit que
c'est rentrer dans la vie des gens en toute... On est une communauté, c'est vraiment la communauté qui se crée, une nouvelle communauté qui se crée ensemble, un domaine, et puis il y a des échanges entre nous, entre eux, les apprenants, c'est fabuleux, moi j'adore ça. On va revenir un peu après, tout à l'heure, sur d'autres missions que tu as maintenant et qui sont hyper importantes pour les entrepreneurs animaliers. Moi, j'avais une petite pépite là qui me titille depuis tout à l'heure. Et on va mettre les deux pieds dans le plat. Donc, je vais vous partager cette belle photo. Alors, cette photo est censée, dans celle-ci là, est censée à peu près me représenter. Et il y a marqué dessus « Attention, de plus en plus de charlatans proposent sur le net des formations pour devenir zoothérapeute ». C'est une citation que vous trouverez aisément sur le site d'un de nos confrères, centre de formation historique. C'est pas la peine de le nommer sur ce plateau. Mais j'ai trouvé cette image très intéressante à échanger. Il se trouve que l'année dernière, j'ai fait le choix avec mon amie Sophie Lamidé de me rendre à un colloque organisé par ce confrère. Parce que nous, on est toujours avides de réseauter, de rencontrer aussi les gens qui travaillent et qui font la même chose que nous, mais qui le font différemment, de voir un peu quel est leur point de vue, quelles sont leurs expertises. On a payé assez cher pour aller à ce colloque, parce qu'on n'a clairement pas eu de passe-droit pour y aller, mais on y est allé vraiment en toute humilité. Et ce monsieur qui prêche que nous sommes des charlatans, alors je ne suis pas visé personnellement, il n'y a pas marqué Tristan Ferré est un charlatan, mais c'est assez épisodique avec lui. Dès qu'il se passe quelque chose avec les entrepreneurs animaliers, il fait ses petites piques. Donc je suis allé à son colloque. Et j'en suis ressorti avec une certitude, c'est qu'on allait rester longtemps sur le marché de la médiation animale, qu'on allait durer et qu'on allait clairement... qu'on les avait dépassés en fait depuis très longtemps. Et je ne dis pas dépasser en termes... je cherche pas à faire de mépris ou quoi que ce soit, mais sa conférence, c'était une lecture de son livre. Donc il avait son bouquin dans les mains et il nous lisait des extraits, des paragraphes entiers de son bouquin. Et donc 400 balles pour ça. Et il nous disait, si vous voulez plus d'informations, de toute façon, vous achèterez ma formation. Donc on avait payé une conférence pour avoir le droit d'avoir des extraits de son livre qui étaient à vendre pour une vingtaine d'euros sur Internet. Et là, je me suis dit, on fait tellement attention, nous, à la qualité de notre pédagogie. C'est une obsession chez nous, que chaque chapitre, que chaque minute d'apprentissage chez nous soit un plaisir, que les gens s'ennuient pas, que ça reste dans leur cerveau pour toujours. On a créé des livrets pédagogiques pour ça qui sont super agréables. On fait des webinaires qui sont hyper dynamiques. On crée des rencontres, etc. Et je dis, si on est tombé là chez des acteurs qui pourtant ont pignon sur rue, qui sont super connus, si on en est arrivé là, en fait, c'est pas difficile de faire mieux, mais il faut qu'on fasse beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Et c'est vraiment une conviction que j'ai eue à ce moment-là. J'ai arrêté de faire la comparaison avec d'autres, mais de me dire, ok, en fait, on est peut-être légitime, on n'est peut-être pas si mauvais que ça, et il y a peut-être une raison pour laquelle des centaines de personnes nous font confiance. Et vraiment, je pense que j'en ai pris conscience à ce moment-là. Il y a peut-être encore un syndrome de l'imposteur jusqu'à là. Donc merci à ce monsieur de m'avoir aidé à accepter qu'on était une école d'excellence et qu'on continuerait à l'être. Merci à lui. Merci à lui, on le remercie chaleureusement. Mince, alors la prochaine carte est encore pour moi, mais on pourra en parler avec Romain aussi. Alors ça, c'est une photo de quelques-uns de nos apprenants à Écouves, justement. Ouais. Donc, la ferme pédagogique qui a été ouverte, dont on a parlé tout à l'heure avec Estelle et Sherazade, c'est le 21 octobre 2024. On pourrait presque dire qu'on a renié toutes nos valeurs, tous nos principes. On est passé de la vilaine formation à distance, détestable pour certains, à la formation en présentiel. Alors, je dis ça, mais je blague. Pourquoi la formation à distance ? Pourquoi est-ce que les entrepreneurs animaliers ont fait ça ? Parce que c'est les besoins, en fait. Qui sont les personnes qui font de la médiation animale ? Ce sont des femmes qui ont généralement entre 30 et 55 ans, qui ont des enfants, qui ont des animaux, qui ont une vie et qui vivent clairement pas toutes en tout cas, à Paris ou dans des villes TGV.
Et donc en fait jusqu'à présent toutes les formations en médiation animale elles excluaient par nature toutes les personnes qui étaient motivées pour en faire, parce qu'il faut se dégager 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, il faut payer, vendre un rein pour pouvoir s'offrir une des formations dont on a pu parler tout à l'heure, etc. Et donc on s'est toujours positionné sur la formation à distance, non pas comme un dogme, mais comme étant un moyen d'aller à la rencontre des personnes qui méritent d'avoir le droit, qui ont le droit de se former à la médiation animale. Et en plus dans un format où clairement on n'a pas à rougir en termes de pédagogie, en termes d'expérience d'apprentissage, de réseautage, parce que la plus belle des récompenses, c'est quand nos stagiaires nous disent « j'avais même oublié qu'on était à distance ». On est tellement tous ensemble que j'ai oublié qu'on était à distance. Et là, je ne sais pas trop pourquoi, le 21 octobre, on décide de faire une formation en présentiel. Donc, pourquoi tout simplement parce que on est toujours à l'écoute en fait, des personnes, on est à l'écoute de nos clients. Dans la formation, il y a un stage qui est obligatoire, qui est déjà top. C'est 35 heures d'expérience professionnelle dans un milieu professionnel qu'on va valider, dont on sait que les personnes vont avoir une vraie expérience, etc. Mais il y a des personnes où quand tu discutes avec eux, tu as l'impression qu'il suffirait de pas grand-chose pour changer leur vie. Un petit déclic, un petit, je sais pas, un petit coup de pouce. Ça peut être psychologique. Je pense à Françoise qui, au jour 1 de sa formation, je me pointe vers elle avec une caméra, je lui demande pourquoi tu es là, et elle s'excusait presque d'avoir pris une place dans cette formation au détriment de quelqu'un d'autre. Elle se sentait pas du tout légitime et à la fin de sa formation, déjà à la fin des 5 jours, était rayonnante, elle avait changé de posture, elle se tenait droite, elle était une nouvelle personne. Et on l'a revue après quelques mois plus tard, mais comme quelqu'un qui était complètement transformé. Et en fait, c'est ça la magie de ces immersions très intensives qu'on organise de temps en temps à Auprès des Couves, qu'on peut organiser ailleurs. C'est ce côté transformationnel en quelques jours, avec une immersion où les gens dorment ensemble, vivent ensemble, sont dans des chalets. Voilà, il y a vraiment un effet de communauté. Et aujourd'hui, il y a encore des groupes WhatsApp de cette promo Chonchon qui discutent quasiment tous les jours ensemble. Enfin, c'est juste génial. Et ces personnes-là, on a clairement changé la donne pour elles, j'en ai aucun doute. Petite information quand même, toutes ces personnes-là ont été certifiées. 100%. Et dans chacune de nos promos avec Couve, on a notre major de promo. C'est-à-dire qu'à chaque fois que quelqu'un passe avec Couve, il a quand même plus de chance. Enfin, il a plus de chance. Il y a peut-être, je sais pas si c'est l'œuf ou la poule, si c'est le fait de passer avec Couve qui fait que tu deviens meilleur, ou si on a sélectionné aussi des personnes où on savait qu'il y avait un énorme potentiel, etc. Peut-être. Mais en tout cas, effectivement, nos majors de promo, ceux qui ont fait les plus beaux oraux de certification, les plus belles présentations, etc., sont des personnes qui sont passées Auprès des Couves. Et je dis bien en toute objectivité, puisque notre jury de certification est indépendant des personnes qui les accueillent à Couve. Il est complètement indépendant, il n'est au courant de rien, il ne sait pas qui est allé où en formation, etc. Lucie, la prochaine carte est pour toi. Ah, bah alors. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, je ne sais pas si je la montrer ici. On a le Salon international de l'agriculture 2025. Donc, c'était en février 2025. Et je pense que c'est nous un gros dossier là. Un bel événement. Alors, je remonte la photo parce qu'on a quand même notre mascotte dessus, si vous voyez un peu. Il y a notre Anne Léo, voilà, qui nous a accompagnés pendant 10 jours sur le salon et qui a été fort appréciée par nous et par le public. Une petite anecdote sympathique à ce niveau-là. Mais c'est vrai que c'était un gros événement, un bel événement auquel on a participé, qui a demandé pas mal de travail, d'investissement et d'envie aussi justement d'aller à la rencontre et de tester en fait ce genre d'événement ensemble. Et donc on a... Excusez-moi, donc je trébuche, je fais une pause. Et Romain, pourquoi est-ce que ça a été un moment important pour nous ? Ça a été un moment important pour nous parce que quand on va faire des reportages, on va à la rencontre de personnes. Et là, le salon, c'est les personnes qui venaient à notre rencontre directement. Donc, que ce soit des porteurs de projets qu'on a formés ou des porteurs de projets qui ne nous connaissaient pas du tout. Et donc, ça a été ultra intéressant justement de pouvoir discuter avec
tout un panel de personnes qui venaient de milieux différents et qu'on a pu accompagner d'une façon ou d'une autre. Donc que ce soit à travers de simples discussions ou à travers des animations qu'on a mis en place durant le salon aussi. Donc ça a été un moment très important pour nous durant ces 9 jours de salon. Et tu as eu l'impression qu'on était en terrain conquis ou plutôt en terrain miné? En terrain très miné, parce que c'était la première fois que la médiation animale avait sa place au sein du salon de l'agriculture. Et ça a été un enjeu très important pour nous. Et un objectif aussi très important parce qu'on a dû faire beaucoup de pédagogie à expliquer qu'est-ce que c'était la médiation animale, parce que généralement, les personnes qui se déplacent sur ce genre de salon, c'est des personnes qui ne s'intéressent pas forcément à la médiation animale, ou du moins de très loin. Ouais, ce que c'est important de le préciser quand même, c'est qu'on s'est invité par la grande porte au salon de l'agriculture. Ça nous a coûté très cher. Mais on l'a fait parce qu'on avait une conviction, c'est qu'il fallait promouvoir non pas les entrepreneurs animaliers, mais la médiation animale et les fermes pédagogiques au sein du salon de l'agriculture. Parce que même si ça paraît complètement dingue quand tu l'écoutes, mais il n'y a jamais eu de représentant des fermes pédagogiques au salon de l'agriculture. Alors vous avez le label Bienvenue à la ferme qui est là, mais c'est un label dédié uniquement aux agriculteurs qui ont une exploitation agricole. Mais alors le monde entier des fermes d'animation, c'est-à-dire des associations, des petites entreprises, des indépendants qui ont des fermes d'animation donc à vocation éducative, pédagogique ou thérapeutique, et la médiation animale n'a jamais eu voix au chapitre sur le salon de l'agriculture. Pas une conférence, pas un stand, pas un badge, rien du tout. Et nous on est arrivés, on a dit ok, on va prendre notre âne géant bleu qu'on va coller au milieu des allées. Qui a eu son succès. Et on va faire des animations pour faire découvrir aux gens ce qu'est la pédagogie par la nature, la pédagogie par l'animal et la médiation animale. Et ça a été, je pense que ça a été vraiment une étape très, un tournant, je pense, pour les entrepreneurs animaliers. On a été invités à faire des conférences. On a fait des conférences quasiment tous les jours au salon de l'agriculture. Et tu parlais de terrain miné tout à l'heure. On a eu beaucoup de gens qui avaient un avis. Ça, c'était assez drôle à découvrir. Les gens avaient un avis sur les fermes pédagogiques ou sur la médiation animale. On a découvert qu'il y avait des gens qui étaient contre, qu'il y a des gens qui étaient à fond pour. On a eu des élus qui venaient nous voir pour nous dire « Ah, mais je ne pensais pas à quel point les fermes pédagogiques pouvaient avoir un impact social, avoir un impact environnemental, un impact sur l'éducation des jeunes ou sur le thérapeutique. » Et ces élus de petites communes ou de grandes agglomérations ou des personnes du monde politique venaient nous voir pour nous dire « Mais en fait, ce serait quand même pas mal qu'on ait ça chez nous. Ce serait bien qu'on ait une ferme pédagogique dans notre petite commune. Et alors moi, qu'est-ce que j'ai ? J'ai un bout de terrain, j'ai un âne, j'ai 1 hectare, moi j'ai 2 hectares. » Et on s'est retrouvés comme ça à créer du lien. Limite, les gens venaient nous déposer des post-it à un moment pour nous dire « Ah, si vous nous trouvez un porteur de projet pour tel endroit, ce serait génial, etc. » Et ça, on ne l'avait pas prévu. On l'avait clairement pas anticipé. Sans de l'agriculture, il y a aussi pas mal d'événements sur le stand. Je pense aux interviews. On a eu quelques invités assez chics. Ça a été une belle occasion déjà de se rencontrer en tant qu'équipe, parce qu'on savait qu'on travaille en télétravail à chaque coin de la France. Donc c'est déjà été l'occasion de se voir entre nous. Mais on a aussi croisé, il y a eu pas mal de bénévolat, donc des apprenantes qui venaient sur le stand pour nous aider à animer, pour répondre aux gens, pour présenter leurs propres projets. En effet, vous avez fait plusieurs interviews. Il y a eu des guests, des invités spéciaux qui sont venus aussi. Non, ça a été vraiment une dizaine de jours ponctués à nouveau de rencontres de gens qu'on connaît, de gens qu'on connaît moins, de gens qui nous ont donné des surprises, des belles citations quand même. Tu as fait des interviews avec des belles citations. On les a retrouvées sur YouTube, je pense on les retrouvera là. Et c'est ça, encore une fois, le côté rencontre, le côté créer des liens, encore une fois avec des gens qu'on connaît moins, et qui se maintiennent. On sent que ça a solidifié. Puis il y a des gens qui sont revenus nous voir après nous avoir dit « Oh, vous avez vu au salon, j'aimerais bien avoir plus d'informations. » Donc il y en a qui nous sont revenus quelques mois plus tard, intéressés ou pas par les formations, mais voilà, qui voulaient relancer la discussion, et ça repartait. Donc, moi, quelque chose qui m'a impressionné, c'est justement les personnes qu'on a formées en distanciel, justement, donc qu'on n'avait jamais vues. Et lorsqu'ils sont venus à notre rencontre, en fait, c'est comme si on les connaissait depuis toujours. Ouais.
Et j'ai trouvé ça super en fait. C'est qu'à travers un écran interposé, on a eu à travers le salon de l'agriculture cette chance de pouvoir tous se rencontrer. Et en fait, c'est comme si on connaissait un peu la vie de chacun. Tout à l'heure, tu parlais d'entrer dans l'intimité des personnes. Là, pour le coup, on y était. Et j'ai trouvé ça génial. Ouais, c'est assez génial d'avoir des gens qui viennent te voir, que tu n'as pas vu depuis 2 ou 3 ans, et qui te disent au passage, bah merci, j'étais dans tes visios, dans tes formations il y a 3 ans, et là, je vois sur les photos, il y en a une, elle est venue avec ses collègues, parce qu'elles ont créé une ferme pédagogique à 3 ou à 4, je sais plus, en Île-de-France. Et dans l'emballement des choses, on n'était même pas au courant. C'est-à-dire que ça s'est tellement enchaîné pour elle à la suite de la formation qu'au bout d'un moment, finalement, on avait perdu un peu un contact parce que voilà, chacun a ses urgences. Et on se reconnecte. Dès qu'on le peut, on se reconnecte pour retrouver le lien et on répond aux questions quand il y en a besoin. C'est quelque chose d'important chez nous aussi, c'est que on fait des lives tous les mois, par exemple. Il y a des anciens qui viennent parfois après 2 ans d'absence et ça pop. En fait j'ai monté mon projet ou en fait j'ai déménagé, je suis plus dans le nord, je suis à Perpignan et ça y est j'ai ma ferme ou ça y est c'est en train de se lancer. Je pense à une de nos nouvelles jurées d'ailleurs, jurée de certification où je l'appelle un peu par hasard pour prendre de ses nouvelles. Elle me dit je suis overbooké, je sais plus quoi faire, il faut que tu me trouves une collègue. Faut que j'augmente mes tarifs, je sais plus quoi faire, voilà. Et c'est ça aussi l'histoire de tous ces beaux projets, c'est assez chouette. Donc salon de l'agriculture, belle aventure. Très bon souvenir. T'as un souvenir en particulier toi Lucie? Une image qui te reste en tête? Moi, c'est ça. Moi, c'est ces photos avec Léo, l'âne et tous ces gens qui ont voulu rencontrer cet âne et du coup nous rencontrer aussi. Donc tous ces souvenirs autour de Léo et Ouais. je pense que c'était pas mal ça. Je sais que je devrais pas dire ça, l'animal est un médiateur fantastique et là il était en résine parce que bon on était au salon de l'agriculture, oui mais on n'avait pas l'autorisation nous de venir avec nos animaux et en vrai je pense que je n'aurais pas fait rentrer des animaux, mes animaux ou ceux de mes proches au salon, mais malgré qu'il était en résine, il a attiré beaucoup de câlins et je pense que beaucoup de gens ont déchargé leur énergie, leur peut-être du stress, tout un tas de choses en faisant un gros câlin à Léo, notre mascotte. Et si Léo vous manque, vous pouvez le retrouver sur plusieurs épisodes des entrepreneurs animaliers qui vont venir prochainement peut-être, j'espère. Et justement, toi Tristan, c'était quoi ton souvenir important du salon? Moi, je vais avoir 2 souvenirs qui me reviennent directement en tête. Le premier, c'est quand le salon se vide le soir et que l'un de nous ou de nos... Parce qu'on avait, donc tu l'as dit, on avait beaucoup de bénévoles qui venaient. Donc les bénévoles, ce sont des anciens clients qui nous aiment tellement, qui nous ont fait l'honneur de venir avec nous au salon. C'était gagnant-gagnant, mais on était tellement heureux de les avoir. Et on les voit, il y en a un qui arrivait avec un saucisson, l'autre qui avait sa bouteille de rouge. Et on se faisait le petit apéro le soir. Et bizarrement, même si j'ai adoré toutes les journées au salon de l'agriculture, ce moment d'échange où en fait on peut discuter sans... Il n'y a plus aucun filtre. Les personnes te parlent de leurs vrais problèmes, les tripes sont complètement à vif, on peut discuter vraiment de tout ce qu'on a, et en plus la fatigue, etc. Donc c'est vraiment un moment qui m'a marqué. Après, personnellement, j'ai quand même un petit souvenir pour l'interview de Fanny Agostini. J'ai eu la chance de faire pas mal d'interviews sur le site. C'est un exercice très particulier quand même, d'interviewer quelqu'un, mais avec une retransmission en direct, avec des gens qui s'arrêtent, qui se disent c'est qui celui-là, je crois que je l'ai vu dans L'amour est dans le pré, mais je sais plus trop. Ils prennent une photo au cas où pour pouvoir l'envoyer à quelqu'un sans être sûr que cette personne est connue ou pas, etc. Et on avait des passants, on voyait des politiques aussi qui s'arrêtaient. Mais Fanny Agostini quand même, qui est à la base donc journaliste, que les gens ont connue pour être présentatrice de météo sur BFM TV, puis ensuite présentatrice de Thalassa, c'est pas rien, et qui, avec toute sa conscience écologique, un jour s'est dit « Je quitte Paris et je crée quoi ? Une ferme péda ». Moi, cette interview, j'ai adoré, quoi. Elle est tellement représentative de ce qu'on veut
véhiculer des valeurs des entrepreneurs animaliers. C'est une femme, 90% des personnes qu'on accompagne sont des femmes. Je pense que son témoignage a apporté beaucoup de choses aux personnes qui nous ont écoutés sur la chaîne. Ça a apporté, je pense, beaucoup de valeurs, beaucoup de choses. C'est vrai. Fiona, la prochaine carte, elle est pour toi. C'est à moi. Du coup, le campus. Le campus des entrepreneurs animaliers, c'est donc un espace commun où tous les apprenants se retrouvent, où on les retrouve nous aussi. On peut échanger tous ensemble. Et le campus a vu le jour peu de temps avant mon arrivée dans l'entreprise, sauf erreur, hein, c'est ça. Et c'est un petit peu mon terrain de jeu. Du coup, j'ai à cœur de faire en sorte que les gens se sentent bien dessus, qu'on ne se sente surtout jamais seul. Parce que les gens se forment à distance. Et du coup, on peut peut-être parfois se sentir un petit peu seul chez soi ou un petit peu perdu, j'imagine. Mais grâce au campus, on fait en sorte que ce ne soit pas le cas et que tout le monde se sente toujours accompagné pour poser des questions, pour interagir ensemble, avec nous aussi, parce qu'on est quand même très présent sur ce campus, comme tu l'as dit tout à l'heure, avec, que ce soit avec les lives, les questions, les personnes peuvent aussi directement contacter Sophie s'il y a des questions particulières. Et on est disponible pour que tout le monde se sente accompagné. C'est vraiment, d'ailleurs, si tu vas sur le campus, on a des communautés qu'on crée, et il y en a une qui s'appelle la Maison Commune. Oui. Je pense que ça résume bien l'esprit de ce qu'on a voulu créer. Mais au-delà de l'aspect technique on a une plateforme, on a un campus, on a choisi de faire confiance à une société qui a été mise en place par un Français qui s'appelle Schoolmaker, enfin, Cocorico, et que tu avais déjà expérimenté avant en plus. Hein, tu avais déjà travaillé sur Schoolmaker, donc ça c'était un vrai plus quand tu as voulu, quand tu as candidaté pour venir travailler chez nous. Je me suis dit, ok, ça match super bien, tu as déjà les codes, etc. Mais au-delà de l'aspect technique, nous, on faisait déjà de la communauté, on faisait déjà de la formation à distance, qu'on faisait pas mal du tout, on le faisait très bien, on avait déjà beaucoup de choses. Mais c'était souvent des briques qui étaient un peu dispersées. Je pense par exemple, on a un groupe Facebook. Oui. Bon, le groupe Facebook, c'est très chouette. En 2019, c'est très chouette. En 2020, 2021, c'est très cool. Mais déjà, même à l'époque, on avait des personnes qui nous disaient « Oui, mais bon, moi, j'ai pas envie d'aller sur Facebook juste pour être. J'ai pas envie de créer un compte Facebook pour aller sur les entrepreneurs animaliers. » En 2025, je comprends encore plus les gens qui me disent « J'ai peut-être un compte, mais ça fait 10 ans que je l'utilise plus. J'ai pas envie de revenir sur Facebook. » Et c'est un peu ça que font beaucoup de centres de formation, pas forcément en médiation animale, partout. On a une vieille plateforme de formation sur laquelle on va regarder des vidéos un peu nulles, et on va avoir un groupe Facebook et puis on va vous envoyer des PDF. Voilà, c'est un peu à ça que ça ressemble. Moi, je voulais que les personnes aient l'impression d'aller à l'école, d'aller dans un campus, et que ce soit leur moment à elles, où tout soit vraiment intégré, qu'elles puissent l'avoir dans leur poche, parce que le campus, il existe aussi en version mobile. Et donc, on peut discuter avec toute l'équipe et avoir des réponses instantanées. C'est-à-dire en 24 ou 48 heures maximum pour notre équipe. Et discuter entre elles. Discuter entre elles. Et il y a des fois des petits challenges aussi. On leur demande de poster des photos sur des thèmes. C'est animé. Donne-nous un exemple là-dessus, parce que moi, je trouve ça assez fun ce que tu avais mis en place. Par rapport aux photos, c'était avec Romain, on en avait discuté, vu que l'été, beaucoup de personnes partent en vacances, mais malgré le fait que ce soit les vacances, les apprenants restent quand même bien motivés pour la plupart et prennent leur livret pédagogique avec elles en vacances. Donc on avait fait un petit challenge de faire une photo et d'intégrer le livret pédagogique dans un décor de vacances, à la plage, au bord de la piscine ou avec leurs animaux. Et ça plaît beaucoup. C'est vrai que les apprenants aiment beaucoup partager entre elles, leurs animaux avec qui ils aiment travailler. Donc voilà, des fois, ça rejoint un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure. C'est vrai qu'on rentre un petit peu dans leur intimité, mais elles aiment ça. Elles aiment partager leur vie et leur intimité, leurs animaux. Voilà. Ouais. Et justement, un concept que tu as mis en place aussi récemment et que j'apprécie, tu as appelé ça l'apéro... Les visio-apéros. Les visio-apéros.
Justement, est-ce que tu peux nous en parler? Est-ce que je trouve le concept juste génial? À quel moment tu as pu penser au fait qu'on puisse prendre un apéro avec des personnes qui sont à l'autre bout de la France? Je trouve ça génial. Et justement, pour créer du lien et que ce soit un petit peu plus détendu que certaines visios, certaines masterclass qui sont plus techniques. Donc là, avec moi, c'est vraiment un peu venez comme vous êtes, apéro, on prend un verre d'eau, un café, un thé ou un cocktail. Chacun vient avec ce qu'il a envie de boire et on échange. Donc, selon le nombre de personnes, soit on met quand même un thème pour garder une petite ligne de conduite. Et sinon, c'est tout simplement un échange où chacun raconte un petit peu peut-être ses dernières aventures ou une expérience récente, mais vraiment sans pression aucune et pour faire connaissance aussi, pour si on a envie d'échanger, de raconter quelque chose ou juste d'écouter d'autres histoires, tout simplement. Et c'est vrai que c'est plutôt chouette et le prochain, c'est bientôt, donc un par mois. Tu sais que je suis très jaloux, hein, parce que moi, il y a des fois où je me rêve dans la version d'avant des entrepreneurs animaliers, où on avait quelques personnes, je faisais tout. Et moi, j'adore ces moments-là. Et j'ai toujours envie de venir... de venir squatter sur tes apéros, mais on va réserver aussi à notre communauté beaucoup d'événements très bientôt. On vous donnera des petites pépites, des petites infos. Mais je trouve que c'est chouette, c'est des moments aussi où nous, ça nous valorise tout le travail qu'on fait. Parce que quand on est dans une ambiance détendue, les personnes ont plus de facilité à se confier, à te dire des choses qu'elles diraient peut-être pas dans un milieu un peu plus institutionnel, un peu plus sérieux. Quand on parle de l'assertif, il y a des petites gouttes de sueur quoi, qui peuvent couler parce que la certification, il y a un enjeu, quoi. On délivre un diplôme au nom de l'État, c'est pas rien. Et donc les personnes savent qu'elles doivent vachement bien se préparer, elles doivent beaucoup travailler, etc. Et là, tes apéros, ils viennent finalement détendre un peu. Tu vois, on prend le ballon et on le dégonfle un petit peu, histoire que ça fasse du bien. La dernière petite anecdote, il y avait une apprenante, je ne sais plus où elle était située, mais c'était plus ou moins à l'heure du repas. Donc elle avait posé son téléphone à la cuisine, elle était en train de faire sa petite popote. Moi j'étais à table. Enfin, à table, j'étais positionnée à table normalement. Il y en avait une autre qui était en extérieur avec son chien et son cocktail. Il faisait encore un petit peu jour. Donc c'est vraiment... chacun vient comme il veut. Donc c'est chouette. Bon, petit message, alors si vous êtes en formation actuellement chez nous et que vous avez décidé de bouder le premier apéro visio, faut aller au prochain, quoi. Clairement. Merci Fiona. Sur le campus, il y a beaucoup de choses, effectivement. On est comme à la maison. On peut poser des questions, on peut vivre sa formation. Une bonne formation à distance, c'est certainement pas que des choses à lire ou que des vidéos. C'est une ingénierie pédagogique et c'est pour ça qu'on est reconnu tel quel. C'est qu'il y a un plaisir d'apprendre. Mais si je sors un tout petit peu du campus et que je reviens sur cet élément physique, matériel dont tu as parlé tout à l'heure, c'est le livret. Enfin, vous en avez parlé tout à l'heure, le livret pédagogique. C'est toi qui l'as créé, tu as transpiré pour le faire aussi, hein. J'en ai encore des gouttes de sueur. Le livret pédagogique, c'est une belle réalisation. C'est un objet qui est beau. Et toi, tu le vois du coup, parce que c'est toi qui as la lourde charge de les envoyer. Donc, quand on a une promo avec beaucoup d'apprenants, faut les envoyer. Mais derrière, il y a autant de personnes qui reçoivent dans leur boîte aux lettres une enveloppe avec un petit logo les entrepreneurs animaliers, qui vont faire un unboxing entrepreneurs animaliers et qui vont découvrir leur livret ou leur livret au pluriel. T'as des retours là-dessus? Alors déjà, elles l'attendent avec impatience en général. C'est vrai qu'on peut avoir des fois des personnes impatientes qui veulent l'avoir avec hâte et que de très bons retours. Vraiment, c'est quelque chose qui accompagne de A à Z dans la formation la personne pour prendre des notes. C'est rassurant, c'est que du positif. Et puis même, ça va au-delà d'une formation en distanciel. Le livret pédagogique, tu peux l'avoir n'importe où. Oui. Là où, quand tu veux suivre la formation, tu dois être devant l'ordinateur, le livret t'accompagne vraiment partout, même en vacances. Ça veut dire que tu peux être au bord de la plage en train de siroter un cocktail et apprendre des choses en plus. Absolument. Il y a quelques jours, là, j'étais en train de faire des entretiens, puisqu'on est en période de renouvellement de la certification auprès de France Compétences. Donc j'ai eu
une dizaine de personnes à appeler qui étaient des anciens apprenants et je leur demandais un peu qu'est-ce qu'ils avaient fait de tout ça, de leur formation. Et la dernière m'a dit eh ben, écoute, j'avais un rendez-vous avec un IME, un DAM, hier. Et 1 heure avant, j'étais en train de me rappeler un peu tout ce que j'avais noté dans mon livret pédagogique. Et j'ai emmené mon livret pédagogique dans le rendez-vous avec la directrice du DAM. Le livret était posé, c'est-à-dire elle avait son dossier professionnel avec ses fiches activités, son catalogue, enfin sa matière pour gérer l'entretien avec son commanditaire. Et elle avait le livret pédagogique qui était posé sur la table. Parce que déjà, ça la rassurait. Oui. C'était dingue, ça lui a apporté cet élément de réassurance. Et c'est assez chouette. Et vous savez pourquoi, à la base, on a voulu créer ce truc-là? Je ne sais pas si je vous l'avais partagé. Je vous ai jamais partagé pourquoi j'ai voulu créer ce truc-là, parce que Romain, ça lui a pris des centaines d'heures de travail pour le faire, ce livret, ces 2 livrets. Moi, je faisais des oraux, pas de cette formation-là, mais de la formation objectif ferme pédagogique. Et donc, c'est moi qui gérais le grand oral en fin de formation. Et ça faisait plusieurs fois que je voyais des stagiaires avec des classeurs, etc. Et là, un jour, j'en vois une, je lui pose une question. Et je la vois qui recule et elle avait des étagères derrière elle. Elle était en train d'ouvrir, je ne sais pas combien de classeurs elle avait. Elle avait imprimé toute la formation. La formation, c'est 80 heures, c'est 200 ou 300 chapitres, j'ai arrêté de compter. Elle avait tout imprimé. Et je lui ai posé une question, plutôt que de dire je lâche l'affaire, elle est allée chercher. Donc elle avait son classeur entrepreneuriat, son classeur bien-être animal, son truc et tout. Et là, je me suis dit, c'est pas possible. Ils doivent tellement... Elle a noté tout, parce qu'elle avait imprimé des trucs, elle avait noté à la main, elle avait du fluo, du truc et tout. J'ai dit, il faut qu'on leur simplifie la vie là. Et on leur a créé un livret dans lequel ils auraient toutes les révisions, tout ce qui est lié avec les concepts de la formation. Mais il y a des dizaines et des dizaines de ressources complémentaires dedans, ce qui font qu'en fait, ça s'arrête jamais. Si tu veux aller plus loin, en fait, tu peux aller plus loin autant de temps que tu veux. Et c'est ça l'histoire du livret pédagogique, parce que je ne sais même pas si on a eu l'occasion un jour d'en parler. Moi, je t'ai mis tout de suite sur le chantier, mais c'est un beau projet et on continuera à bosser sur ces belles réalisations-là, parce que c'est vrai que d'avoir chez soi un objet entrepreneur animalier dans lequel, en fait, on a sa petite Bible et on peut se replonger dedans même après 5 ans d'expérience, etc., c'est assez chouette. En soi, tout ce qu'on met en place, c'est pour nos apprenants. C'est parce qu'ils en ont besoin. Tu l'as dit par toi-même, plutôt que d'avoir 15 000 classeurs derrière toi, là, tu as un livret avec tout à disposition et tout ce qu'on met en place, que ce soit sur le campus, que ce soit le livret pédagogique ou toute autre chose, c'est pour nos stagiaires. Et ça, on peut se le permettre que parce qu'on est en forte évolution, qu'on a ce succès aussi et parce qu'on a la niaque de toujours faire mieux. En fait, je pense que ce qui fait la réussite du projet pour le moment, c'est qu'à aucun moment on s'est dit c'est suffisant. On reste à l'écoute. Alors je suis un peu chiant avec vous à cause de ça, je suis désolé. On est toujours en train de vouloir en faire plus, mieux, d'améliorer les choses et ça va être encore pire sur les cartes d'après. Mais c'est en fait ce qui est une montagne à monter aujourd'hui, c'est la normalité de après-demain. C'est le livret pédagogique aujourd'hui, c'est devenu basique pour nous. C'est-à-dire que c'est devenu... Alors qu'au moment où on l'a sorti, les anciens apprenants nous envoyaient des messages pas gentils pour nous dire c'est un scandale, je veux que tu me le proposes, je veux ce livret pédagogique, même si je me suis formé il y a 1 an et demi. Je leur disais mais tu te rends pas compte, le livret pédagogique, il y a des textes à trous. Enfin, il n'est pas totalement rempli. Il va falloir que tu refasses la formation si tu veux le compléter. C'est pas grave, je vais le compléter, je veux le livret. Mais les gens, ils ont acheté le livret pédagogique post-formation pour l'avoir. Et aujourd'hui, c'est devenu une normalité. On part sur d'autres projets, on invente d'autres choses et on continue. J'ouvre la prochaine ? Allez. Ah ! Alors là, c'est très récent, là, par contre. On est sur... donc là, au moment où on fait ce tournage, on est en septembre. Et ça, c'est le 8 juillet 2025, où je suis invité à l'Assemblée nationale par le député Sébastien Saint-Pasteur et l'assistant parlementaire Alexis Diard pour parler d'une proposition de loi sur la médiation animale dont on a connaissance 3 jours avant. C'est-à-dire que nous sommes
à cette époque-là, alors on a été rejoint par 1 ou 2 confrères, mais on est quand même 3 ou 4 acteurs nationaux de la médiation animale. On est un organisme certificateur. On est les seuls à créer des événements d'envergure nationale sur ces sujets-là, d'avoir une chaîne YouTube dédiée à la relation humain-animal, d'être au Salon de l'Agriculture, et d'avoir quand même organisé un colloque sur la médiation animale qui a accueilli quand même pas mal de monde. Et ils se rendent compte qu'ils ne nous ont effectivement pas associés aux discussions liées à cette proposition de loi et que donc il faut rectifier le tir. Donc je suis invité à l'Assemblée nationale pour découvrir ça. Et ensuite, je vais avoir des rendez-vous avec l'équipe parlementaire pour leur dire tout ce qu'il faut améliorer. Parce qu'en fait, cette proposition de loi, dans la vision qu'on a chez les entrepreneurs animaliers, de la médiation animale, c'est-à-dire de personnes qui sont souvent des indépendantes, qui est un milieu quand même assez précaire, un milieu qui est... Voilà, on n'est pas sur un milieu qui est hyper syndicalisé, avec beaucoup de moyens, avec beaucoup de fonds de formation, avec un peu tout ça. Donc moi, je leur ai apporté un peu sur un plateau la réalité du terrain, et surtout leur apporter la vision de la ferme d'animation. Parce que la proposition de loi, en fait, excluait, ou en tout cas n'incluait pas le monde des fermes d'animation. Donc là, on est monté au créneau. Et comme j'ai la chance d'être aussi vice-président de l'AFA, l'Association française des fermes d'animation, j'y suis venu avec cette double casquette. C'est un peu je ne vais pas dire une consécration, parce que ça fait partie peut-être de l'évolution des entrepreneurs animaliers, mais une belle marque de reconnaissance quand même que d'être reconnu par toute une équipe parlementaire pour un projet de loi qui a quand même des chances d'aboutir, parce que il y a déjà plus d'une centaine de signataires de différents partis politiques, et de nous reconnaître comme un interlocuteur important pour proposer des idées, pour apporter une vision réaliste du terrain et une vraie expertise. Voilà, c'est un moment intéressant qui s'est passé en juillet. Et j'ai fait une vidéo sur la chaîne YouTube que vous pouvez aller voir, et je pense qu'on continuera à en proposer d'autres sur le suivi, l'évolution du projet. Et justement, toi, qu'est-ce que tu penses qu'il y a un député qui s'intéresse de près à la médiation animale et qui veut encadrer la pratique à l'avenir? Comme l'a dit l'un de nos confrères, et on l'a pas mentionné, qu'il y avait énormément de charlatans. Le fait qu'il y ait une proposition de loi, pour toi, ça correspond à quoi au niveau du développement de la médiation animale? Je pense que tu peux pas lutter contre le sens de l'histoire. Tu as une pratique qui était peu représentée il y a encore quelques années. Même si j'ai dit, les premières traces de médiation animale, c'est le 9e siècle. Donc on n'a pas inventé un truc au 21e siècle. Mais de façon si démocratisée, si reconnue, si incrustée dans le paysage français, tu ne peux pas à un moment ou à un autre intéresser le législateur pour qu'il mette le nez dedans. On parle de personnes vulnérables, on parle de handicap, on parle de personnes autistes, de personnes en fin de vie, donc vulnérables, très vulnérables. On parle de petite enfance, de mineurs, de personnes en prison, incarcérées, de personnes violentées qui sont sous protection de justice, etc. Et on parle de bien-être animal. Donc c'est normal que le législateur, un jour ou un autre, s'intéresse à ça. Donc moi, je ne suis pas contre du tout l'idée de ça. D'ailleurs, la proposition de loi s'appelle proposition de loi pour la reconnaissance et la réglementation de la médiation animale. Mais avant réglementation, il y a reconnaissance. Et moi, je trouve que c'est un truc très important qu'un jour, la loi reconnaisse la médiation animale comme une pratique officielle. Et lui donne une définition légale, puisqu'aujourd'hui, on n'a pas de définition légale. La reconnaissance, ça permet aussi, quand tu exerces, de dire « je ne suis pas un charlatan », etc. Maintenant, il y a le contenu de la loi. Et le contenu de la loi, il est, je pense, le reflet de l'équipe parlementaire qui a travaillé dessus et qui, en fait, n'ont pas eu une sensibilité d'origine sur la médiation animale telle que nous, on l'entend. La médiation animale, c'est très pluriel. Ça peut être quelqu'un en itinérance qui a 3 cochons d'Inde, 2 lapins et qui se déplace dans des EHPAD. Ça peut être quelqu'un qui a un centre équestre et qui fait de l'équithérapie. Ça peut être quelqu'un qui a 1, 2 ou 3 chiens et qui se déplace en prison. Donc c'est très diversifié. Et c'est vrai que la vision d'origine des députés, c'était très orienté sur Andy Chien, donc le chien d'assistance. Le chien d'assistance, pour moi, c'est pas de la médiation animale, c'est pas la même chose. Et je pense aussi que le monde équestre a beaucoup fait de forcing, ou en tout cas a pris beaucoup de place dans les échanges.
Si bien que la médiation animale classique, la plus courante, les petits animaux, les chiens, les chats, les animaux de ferme, n'avaient pas une place énorme dans ce projet-là. Donc c'est un peu ça que j'ai critiqué modestement. L'idée, c'est pas d'être dans une critique négative, mais c'est d'être le plus constructif possible. Mais c'est de venir rappeler la diversité des porteurs de projets, la précarité pour ne pas non plus mettre des barrières du jour au lendemain pour dire aujourd'hui on faisait n'importe quoi et aujourd'hui on fait plus n'importe quoi. C'est pas vrai en fait, les gens font pas n'importe quoi. Mais c'est vrai qu'il y a des personnes qui n'ont jamais eu de formation. Est-ce que ce sont des mauvaises professionnelles? Maintenant, si elles ont 20 ans d'expérience, elles ont leur légitimité. Mais quelqu'un qui démarre tout juste, qui a aucune formation, etc., c'est vrai que c'est pertinent de leur dire qu'il va falloir se former. Mais la loi, elle va au-delà de ça. Elle met un certain nombre de restrictions. Elle met parfois un peu les gens dans des cases. Soit tu fais du thérapeutique, soit tu fais du pédagogique. Et qu'est-ce qu'il adviendra si un jour on finit par dire que le thérapeutique c'est bien et le pédagogique c'est moins prestigieux, par exemple, quelque chose comme ça. On impose un label alors qu'il y a déjà une obligation de certification. Ça fait beaucoup de choses. Et moi qui défends vraiment avec toutes mes tripes le monde des fermes d'animation, et les fermes d'animation, elles ont une réglementation sanitaire, une réglementation sur le bien-être animal, elles sont établissements recevant du public. C'est compliqué d'ouvrir une ferme pédagogique en 2025. Hein. Il y a déjà t'as pas mal d'interlocuteurs qui s'intéressent à venir te contrôler. Donc si en plus on leur dit vous faites de la médiation animale avec des poules, ok. Donc parce que vous êtes une ferme pédagogique, vous devez mettre des pédiluves à l'entrée des poulaillers et vous devez mettre une charlotte sur la tête. Par contre, parce que vous faites aussi de la médiation animale, vous devez faire bien attention au public jeune autiste ou en situation de handicap, etc. Mais va mettre une charlotte sur la tête d'un enfant autiste, tu vas les faire péter un câble. Donc nous, ce qu'on est venu dire dans cette proposition, dans nos apports à la proposition de loi, c'est qu'il faut faire attention. Les surcouches de réglementation vont créer des anomalies, un monstre. On va créer un monstre. Donc c'est un peu ça qu'on essaie de porter chez les entrepreneurs animaliers. Tu m'as lancé une petite perche tout à l'heure par rapport à des confrères, etc. Moi, je ne me positionne pas du tout comme un porte-parole. Je ne suis pas un syndicat de la médiation animale. Je représente, au niveau des entrepreneurs animaliers, une vision de la médiation animale à laquelle quelques centaines de personnes ont déjà adhéré à titre professionnel, puisqu'on a déjà à peu près 300 personnes certifiées en France sur la médiation animale. Donc on est légitime à avoir cette parole-là, mais on ne représente pas le monde de la médiation animale. On laisse complètement la possibilité au monde de l'équithérapie de prendre la parole, le monde de telle branche, de telle façon de penser. Nous, on dit qu'il faut juste respecter la pluralité. Et c'est beau la diversité, c'est beau la richesse quand même des pratiques pour que les gens puissent continuer à faire ça avec des perruches parce qu'elles sont un peu plus originales, de faire ça avec des pintades parce que les pintades ça fait peut-être plus peur aux enfants mais du coup ça a peut-être un intérêt dans l'éducation, ou d'utiliser tel et tel type de chien, etc. C'est ça en fait qui fait la richesse de la médiation animale. Lucie, la prochaine carte elle est pour toi. Alors, ici, ça concerne le fonds de soutien au lieu d'accueil. Donc, ici, c'est quelque chose qu'on a voulu mettre en place en 2025 dans le cadre de la formation en médiation animale. Dans cette formation, il y a donc un stage, une expérience professionnelle en médiation animale auprès des publics vulnérables à faire de minimum 35 heures, donc équivalent à une semaine, à faire dans une structure qui fait donc de la médiation animale auprès de publics vulnérables. Et on a senti qu'il y avait un peu parfois des défis à trouver ces stages selon certaines régions de France, selon certaines situations personnelles aussi, d'organisation de vie. Et on a voulu accompagner ça encore un peu plus, accompagner les apprenants et apprenantes un peu plus, en créant en fait en solidifiant notre réseau déjà en place de lieux qui ont déjà accueilli des stagiaires de chez nous, et en trouver d'autres aussi. Qui seraient ouvertes à accueillir nos apprenants et apprenantes dans le cadre de cette formation, en offrant une petite subvention un peu en forme de remerciement, et aussi en forme de un partenariat ensemble,
un début d'aventure où on continue, on perpétue une aventure ensemble avec certaines structures. Et c'est très chouette parce qu'on voit ce petit réseau on a une carte à disposition des apprenants en début de formation et on voit les points qui s'ajoutent petit à petit, des partenariats, des échanges, des recherches. Et ça crée donc ce réseau qui se renforce dans la France métropolitaine et puis on espère un petit peu plus étendu petit à petit. Et c'est très intéressant parce que ce réseau de partenariat, ça a encore de nouveaux échanges, une communauté qui se renforce, qui échange. Il y a parfois des anciens apprenants qui ont ouvert leur structure et qui disent oui, on en a une récemment là, qui a dit mais moi je veux bien accueillir aussi des stagiaires, allez. Et puis elle est devenue effectivement partenaire des entrepreneurs animaliers. Et dans cette petite subvention, dans le cadre de cette petite subvention. Donc c'est vraiment un chouette projet qu'on a mis en place et qui là on se développe. Alors on a une petite dizaine et puis on espère un peu plus. Donc ça en fait, quand on nous demande où vous êtes les entrepreneurs animaliers, on pourrait dire on est nulle part. Ouais. Mais partout en même temps. Mais on est partout. Et c'est ça la force d'une formation à distance, mais qui est très très proche du terrain, c'est qu'on va chercher des... Alors on a nos anciens. Nos anciens, on sait tellement qu'on peut compter sur eux parce qu'ils ont bénéficié quand tu bénéficies de quelque chose et que tu as vu la valeur que ça pouvait avoir pour toi, tu as envie de le rendre. Il y a beaucoup de gens qui ont envie de rendre. Mais ce qui est assez... et j'étais un des premiers étonnés, c'est qu'on a des personnes qui ne viennent pas de notre école, qui se sont formées ailleurs, etc. Mais qui adhèrent tellement à notre projet, à notre vision et on les respecte aussi pour qui elles sont, etc. D'ailleurs, il y a même des jurés de chez nous qui ne sont pas des jurés de certification qui ne sont pas certifiés de chez nous, qui ont été formés ailleurs. Bien, parce qu'on les reconnaît et qu'on les valorise pour leur diversité et pour ce qu'elles savent faire, viennent adhérer et acceptent d'être des partenaires. Et finalement, vont mettre un petit dossard entrepreneur animalier alors qu'elles n'étaient pas destinées à faire partie de la famille entrepreneur animalier. Parce qu'on n'est pas sectaire, parce qu'on adore s'ouvrir sur les autres et que ça crée de la richesse. C'est chouette. Oui, exactement. Et puis on voit que du coup les dialogues s'ouvrent là où il n'y en avait pas et ça a fait tomber en effet plusieurs barrières avec certaines personnes qui disaient qui sont les entrepreneurs animaliers, je ne suis pas sûre d'accepter cette personne en stage et finalement l'échange se crée, dit ah ok, en fait on a les mêmes envies, les mêmes visions et voilà, la barrière est tombée, on avance ensemble et moi je trouve ça vraiment stimulant et enrichissant. Donc un beau projet qui continuera joliment, je pense. Donc aujourd'hui, on peut affirmer que si quelqu'un est en difficulté pour trouver un stage, en fait, on lui trouvera une solution. Donc évidemment, les gens ne sont pas obligés de passer par un de nos partenaires subventionnés pour pouvoir faire leur stage. Ils peuvent faire un stage partout où ils veulent à partir du moment où ça respecte un certain nombre de conditions et que ça remplit aux exigences du stage. On va pas bosser à la SPA pour s'occuper des chiens. Quand on fait une formation en médiation animale, le but c'est de pratiquer de la médiation animale et à minima d'en observer activement. Mais par contre, à travers les partenaires, on a la certitude que ces personnes-là ont été sélectionnées sur le volet et vraiment avec un processus, etc. Et qu'il n'y a aucune raison que ça se passe mal, quoi. On est sûr que ça se passera bien. Petite anecdote, peut-être, il y a quelques jours à peine, on a eu une stagiaire, donc les formations durent 6 mois. La personne, au bout de 5 mois, pour des raisons qui lui sont propres, on ne va pas juger, mais voilà, elle n'avait pas eu le temps de terminer la partie théorique, etc. Et elle se réveille. Et il lui reste 1 mois pour faire sa fin de formation, son stage, préparer sa certif, passer sa certif. Donc, gros challenge. Ok, on va se remonter un peu les manches et on se dit qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aider. En 24 heures, on lui a trouvé un lieu de stage à moins d'1 heure de chez elle. Alors qu'elle nous disait clairement, je pense que je vais abandonner parce que j'ai pas de stage et que je trouverai jamais de stage. Elle baissait clairement les bras là. Ouais. Elle baissait les bras. Ouais. Et c'est vrai qu'on a réussi à faire en sorte qu'elle se rebooste, de trouver le stage, ça l'a motivée à continuer et finaliser la formation en ligne et préparer son passage devant le jury. Ouais. Il nous reste encore deux petites cartes. C'est pour moi la prochaine ? Allez, je la retourne. C'est une photo de toi avec Maxent, notre réalisateur. Je ne suis pas sur la photo, mais on va parler des reportages.
Ah, je sens que ça te trouble. Oui, parce que je ne suis pas sur la photo. Les reportages, parce qu'au-delà d'être un centre de formation, on est aussi un média. Et les reportages, c'est un peu notre bulle d'air à nous, parce que ça nous permet un peu de décrocher avec notre quotidien où on est devant nos écrans et où on travaille un peu tous à distance. Et les reportages, ça nous permet d'aller directement sur le terrain, de rencontrer différentes personnalités, différents projets aussi. Et je trouve ça juste génial en fait, parce qu'on va découvrir des lieux qu'on ne connaît pas forcément. Et chaque lieu amène des découvertes qu'on va proposer aux personnes qui nous regardent à travers notre chaîne YouTube. Et je trouve ça fantastique parce que c'est à travers ça qu'on peut aussi faire naître certaines vocations. Et c'est là l'importance des reportages pour nous. Et on a un très bon réalisateur qui est Maxence, qui arrive justement à transmettre toutes ces émotions-là lorsqu'on va dans ces lieux. Et c'est tout simplement génial. Est-ce que tu te souviens d'une expérience en particulier ou d'un tournage qui t'a plus marqué? Pour moi, le tournage qui m'a le plus marqué, on en a parlé tout à l'heure, c'est l'inauguration auprès des coups chez Estelle et Sherazade, parce que justement, c'était la naissance d'une histoire d'amour spéciale entrepreneur animalier. On n'est pas dans l'amour et dans le pré, mais on arrive à créer des relations à travers le centre de formation. Et justement, c'est d'avoir pu mettre à l'honneur ces deux personnes-là sur la création de leur projet. C'était l'aboutissement d'une formation chez les entrepreneurs animaliers pour 2 personnes. Et pour moi, je trouvais ça intéressant. Parce que ça nous permettait aussi de prouver aux personnes qui nous regardaient, si vous nous faites confiance, voilà où est-ce qu'on peut vous emmener. Ce qui est assez drôle, c'est que si on regarde statistiquement, parce que la chaîne YouTube des entrepreneurs animaliers, c'est quand même une niche dans une niche. Hein. On est un sujet qui intéresse un certain nombre de personnes, mais pas non plus des millions. Et sur la chaîne YouTube, il y avait déjà moi j'ai fait énormément de vidéos avant, qui étaient des vidéos face caméra, où je racontais des choses techniques sur les fermes pédagogiques, la médiation animale, etc. Les reportages font pas forcément plus ou moins de vues. Mais par contre, elles créent une connexion avec les personnes qui nous voient, qui vivent des expériences à travers. Et si vous demandez aux gens qui se sont formés chez nous, il y en a beaucoup qui nous disent j'ai commencé par trouver un reportage à tel endroit, etc. Et je me suis projeté et je me suis identifié à cette personne-là. Ou alors j'ai eu envie d'aller visiter cette ferme pédagogique et finalement j'en ai visité d'autres où j'ai découvert telle et telle personne. Moi, et donc ça nous a fait beaucoup de bien et je me souviens du premier reportage qu'on a fait. Alors on aime bien faire compliqué, nous. Le premier reportage qu'on a fait, c'était un 52 minutes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on fait des reportages de 20-26 minutes, etc. Donc des reportages, des petits formats. On a commencé tout de suite sur un format télé avec nos petits moyens, mais quelque chose qu'on pourrait projeter dans une salle de cinéma sans difficulté ou qui pourrait intéresser Arte ou que sais-je. Et on est allé à la rencontre de plusieurs lieux, 4 endroits dont on a raconté l'histoire, on a raconté toute leur aventure, mais vraiment les yeux dans les yeux. On parlait d'intimité tout à l'heure, là on était vraiment dans l'intimité. On est allé chez une personne qui était en plein dans ses travaux. On était dans une ruine, on a tourné dans une ruine où elle était en train de nous dire là il y aura une cuisine, là il y aura ma salle pédagogique, là il y aura mon cheval. Versus quelqu'un qui avait déjà créé son parc, lui il avait quelque chose de beaucoup plus gros puisqu'il a un parc animalier et qui nous racontait sa crise d'angoisse du jour de l'ouverture jusqu'à aujourd'hui où il peut échanger avec celui qui lui a suscité sa vocation 30 ans plus tôt, etc. Et ces reportages-là, moi, ils me nourrissent énormément. Ça m'inspire, clairement. Je vais trouver des sources d'inspiration et ça nourrit ce que je peux mettre dans les formations, etc. Ça me permet d'observer des choses. Je découvre du matériel pédagogique, je découvre des astuces, des façons de faire, des façons d'être que je vais... sans limite ensuite récupérer avec l'accord de chacun évidemment, mais on leur dira ton truc là il est génial, est-ce que je peux en parler, etc. Mais au-delà de ça, c'est vraiment cette notion de faire briller les gens. En fait, les entrepreneurs animaliers, alors là c'est nous qui sommes dans l'écran, mais en fait en général moi j'aime bien être caché derrière la caméra et laisser les personnes les yeux dans les yeux comme ça parler
de ce qui les fait vibrer, de leurs projets, de leurs tripes, etc. Et tu le vois quand on a rencontré Guillaume, tu le vois quand on a rencontré Françoise. Déjà de reportages, on a dû en faire quand même pas mal maintenant. On en a fait pas mal. Et justement, sur tous ces reportages, toi, c'est lequel qui t'a le plus marqué Moi, j'ai toujours, on a toujours un souvenir sur la première objectif ferme pédagogique, c'est 1 semaine de tournage. Donc on a mis en pause l'aventure des entrepreneurs animaliers pendant 1 semaine avec un petit message d'absence sur les mails. Désolé, je suis pas là, je suis en tournage. Ça fait bien hein, sur un message d'absence. Beaucoup de kilomètres avalés, etc. Donc forcément, ce reportage-là, où c'est la première fois que je devais apprendre des scripts par cœur, des faces caméra, où on avait fait je sais plus combien de prises sur tel et tel truc. Donc forcément, objectif ferme pédagogique, tout quitter pour changer de vie. On raconte l'histoire de gens qui décident de tout lâcher, de lâcher leur confort, de partir avec leur famille, vivre ailleurs pour créer le projet de leur rêve. C'est énorme. Après, dans les autres projets, ils sont tous très chouettes quand même. J'ai mis la main à la pâte à pas mal d'endroits. Je suis allé chez Viviane, qui m'a habillé en viking et qui m'a fait travailler avec le furet, alors que c'est un animal qui, moi, me rend très très mal à l'aise, donc c'était assez particulier. On est allé dans des parcs animaliers, dans des fermes, où je me faisais un peu martyriser par un chameau qui voulait absolument me faire un gros bisou, mais bon, c'était un peu... c'est gros. Ou un zébu qui me mettait des coups de corne. Françoise, évidemment, on est passé chez Françoise pour découvrir son univers autour de la laine, etc. Mais je vais remonter très 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 loin avant la rencontre avec Maxent, parce que les premières images que j'ai fait, je les ai fait avec mon vieux téléphone et avec un micro. C'était à la ferme de Pontoise et c'était chez Sophie, c'était avec Sophie Lamidé et avec Juliette Jaco, qui travaillaient donc toutes les deux à la ferme de Pontoise, et j'avais monté les premières vidéos là-bas. Et ces vidéos-là, alors je crois qu'on les retrouve plus aujourd'hui sur la chaîne YouTube, mais je crois pas qu'on ait beaucoup égalé les vues depuis, parce qu'elles avaient vraiment un impact. C'était les toutes premières vidéos sur YouTube sur le monde des fermes pédagogiques. Les gens n'avaient jamais trouvé de contenu là-dessus. Donc ça, c'était un bon souvenir aussi. Celle qui m'avait fait sourire, c'est... Tu étais en Thaïlande. Tu as visité une ferme pédagogique en Thaïlande. Et l'étonnement était d'une structure à disposition, je pense, pour les enfants. Et ça, dans la vidéo, tu soulèves le non-respect de la sécurité. En France, on ne pourrait pas faire ce genre de structure dans une ferme pédagogique, alors qu'en Thaïlande, c'était OK. Et cette vidéo, on l'avait relayée cet été sur le campus. C'est vrai que ça a fait sourire quelques apprenants aussi. Oui. Alors c'est vrai que quand tu vas dans d'autres pays et que tu vois qu'on est capable avec des pneus de faire une échelle voilà, de Spider-Man. Et en France, moi, une partie de mon job, c'est quand même de connaître la réglementation par cœur et de pouvoir dire aux gens, ça, t'as le droit de le faire, ça, t'as pas le droit de le faire. Parce que ça a l'air très fun, tout ça, mais en fait, je passe beaucoup de temps à dire aux gens, bon, ça, tu peux pas, ça, tu peux. Voilà. Et là, j'arrive dans cette ferme pédagogique, je me dis, mais ce serait tellement génial si on pouvait faire ça. Ce serait... Bon, je vais pas vous le cacher, il y a des fermes pédagogiques en France qui le font. Parfois, on le met pas dans les reportages, du coup, parce qu'on n'a pas envie de les mettre en difficulté. Mais des trucs pas aux normes, on en a vu quand même aussi en France. Hein. Mais bon, j'aurais pas pu le mettre en vidéo, donc vous m'excusez. Mais on en a vu des choses parfois un peu bizarres. Et toi, c'est quoi ton reportage qui t'a marqué ? Oui, j'avais bien aimé aussi. J'aime bien aussi, en effet, le côté comparaison, voir les différents... C'est plutôt qu'est-ce que j'aime entre elles, c'est le voir, en effet, les personnalités de chaque lieu. Les personnalités de chaque personne, évidemment, mais les personnalités de chaque lieu, les idées, la variété, l'offre, la créativité. Moi, j'aime bien l'aspect créatif, me parle beaucoup. Donc, c'est plutôt ça que je vais regarder, sur lequel je vais être gourmande, disons. Donc, en fait, voilà, dans chacune. Alors moi, j'ai une seule frustration quand même. C'est que aujourd'hui, on a quand même accompagné beaucoup de personnes et que je peux plus tenir mes promesses. On peut pas aller voir tout le monde. Et c'est devenu vraiment un privilège, en fait. Je dis pas ça pour nous encenser, mais c'est devenu vraiment un cadeau qu'on peut faire aux gens quand on décide d'aller les voir.
au-delà de toute la notoriété que ça peut leur faire, etc., mais de dire, bah voilà, cette année, moi, je peux me permettre que d'aller dans 3, 4, 5 lieux, de rencontrer 5 personnes, quand on accompagne plus d'une centaine, 200 par an, de choisir ces personnes-là, elles se sentent vraiment honorées. Et ça fait plaisir, vraiment, ça fait super plaisir. Je suis vraiment désolé pour tous ceux à qui on peut pas aller, mais il faut continuer à nous le dire, à nous inviter, etc. Et voilà, ça prend du temps. Et les gens à qui on fait des promesses, parfois, il nous faut 2 ans pour pouvoir tenir la promesse. Mais je les tiendrai. Si je fais la promesse, je viens. Allez, il me reste une carte et on va terminer là-dessus. Mais ça, c'est l'actualité du moment. J'ai mis ici une photo de mes copains de l'AFA, l'association française des fermes d'animation. Et dessus, alors on voit Marine et Kevin, mais on voit aussi Sophie Lamidé, qui n'est pas avec nous. Alors, un petit mot sur l'AFA. C'est donc une association française qu'on a créée pour représenter les fermes d'animation. Parce que ça n'existait pas et qui a vocation à être interlocuteur des institutions, de l'État, etc. Et il se trouve que l'AFA, donc institution nationale, est adhérente à l'Association européenne des fermes d'animation, le FCF. Et là, ce soir, je pars pour plusieurs jours de colloque en Belgique, côté flamand. Et on va manger des frites et on a hâte. Et on va pouvoir aller à la rencontre en fait, de fédérations de fermes d'animation d'autres pays de l'Europe. Alors c'est génial, il y a l'Irlande, il y a l'Angleterre, il va y avoir l'Autriche, l'Italie, on a des pays de l'Est, on a l'Espagne, le Portugal. C'est un melting pot de gens qui font pas comme nous, mais qui sont totalement comme nous. Et c'est quelque chose où on s'en est rendu compte avec Sophie. On y est déjà allé à cet événement il y a 2 ans. C'était aussi en Belgique d'ailleurs, mais c'est un hasard, côté francophone. On s'est rendu compte qu'en fait, on avait les mêmes... On était pareil en fait. On avait les mêmes espoirs, les mêmes combats, la même vision du monde animal, la même vision de ce qu'est la relation à la nature, etc. Et c'est juste qu'on l'exprime pas dans la même langue et pas avec la même législation, pas avec la même bienveillance du gouvernement ou pas. En Belgique, il faut savoir qu'il y a un ministre du bien-être animal. On en est quand même un petit peu loin en France. Et donc ces moments-là, ils sont super précieux parce que mon métier, moi, c'est de concevoir, c'est d'améliorer les formations qu'on a, d'en concevoir des nouvelles, de prévoir le lendemain du monde de la médiation animale et des fermes d'animation. C'est pas simplement de refaire ce qui existe déjà ou de faire le perroquet des autres formations. On est là pour faire mieux. Et donc ces moments-là, moi, ils m'enrichissent. Et en plus, on a une super équipe et c'est très agréable. Je reviens sur Sophie quand même parce que c'est la formation qui fait qu'on est autour de cette table aujourd'hui sur la médiation animale, c'est aussi grâce à elle. On a co-conçu cette formation ensemble et je me souviens très très bien du moment où on s'est tapé dans la main pour se dire ok, on part sur ce projet complètement dingue de révolutionner le monde de la médiation animale, de parler de facilitation, de facilitateur de la relation entre l'humain entre l'animal et le public vulnérable, de parler d'inclusion, de parler d'une méthodologie nouvelle parce qu'on a développé tout un arc d'outils, de savoir-faire et de savoir-être qui n'existe nulle part ailleurs. Et donc c'est aussi grâce à elle. On était au Mans quand on a créé ça, on sortait d'une mission d'accompagnement un peu foireuse d'ailleurs. On s'est déplacé, le gars n'était pas là. Donc on a eu beaucoup de temps pour discuter puisque notre client n'était pas venu. Et on s'est dit, on crée cette formation. Et 2 ans plus tard, elle est reconnue par l'État après avoir eu une centaine de personnes qui ont fait la formation. D'ailleurs, une des personnes qui est sur cette photo a été une des premières à nous faire confiance sur cette formation. Et c'est comme ça qu'on crée des liens et je pense qu'avec Sophie, c'est une vraie histoire aussi. Elle fait partie intégrante des entrepreneurs animaliers, elle fait partie de l'ADN des entrepreneurs animaliers et je suis très content de la retrouver demain. Ouais. Bon les amis, ça fait une bonne heure et quelques qu'on discute. J'espère que les gens qui nous écoutent ont pris plaisir aussi de découvrir un peu l'envers du décor. C'était une discussion très posée, j'espère très, très feel good. J'imagine bien que y avait beaucoup de sujets,
Qu'est-ce que vous voudriez retenir de ces 18 derniers mois d'aventure chez les entrepreneurs animaliers? Un peu plus court pour certains, mais Fiona, qu'est-ce que tu retiens de toute cette aventure? Une belle évolution. Quand je vois toutes ces photos de la première à aujourd'hui, au final, c'est une très belle évolution et je veux dire, c'est encore que le début finalement. Et c'est très beau. Lucie? Ouais, c'est ça, beaucoup de confiance. En effet, comme tu dis, de belles évolutions, de beaux projets qui sont nés, qui vont naître, qui vont se développer. Donc ça, c'est stimulant. Et puis, on a eu de belles rencontres et on en aura plein d'autres. Et ça, je m'en réjouis d'avance. Donc vraiment, je leur dis merci à toutes ces personnes, d'ailleurs, au passage. Et pour moi, ça va être la nouvelle dimension qu'a pris les entrepreneurs animaliers sur les 2 dernières années. Et l'évolution qu'il y a eu, comme tu as dit, sur les reportages, tu es passé à filmer avec ton téléphone, à des reportages complets de 52 minutes. Au niveau de la formation, on passait de 10 stagiaires par mois à 90 maintenant. Donc toutes ces évolutions-là, pareil au niveau de l'équipe, on est passé de 2 dans l'équipe à 5, 6, plus tous les prestataires externes qui travaillent pour nous. Donc une grosse évolution sur les 2 dernières années et des beaux défis qu'on va avoir dans les prochaines années aussi. Et pour toi? Moi, je vais reprendre ce que tu as dit, c'est que le début. Je tiens à vous avertir que on va souffrir ensemble. Parce que clairement, on a des idées et on n'en manque pas. Les idées, c'est pas juste gadget, on a révolutionné la formation des fermes pédagogiques en France. On s'est fait critiquer pour ça. Ça a déplu. On a révolutionné la médiation animale, la formation en médiation animale. On s'est fait détester par nos confrères. Et aujourd'hui, j'espère en tout cas qu'on ne se trompe pas, adoré par des centaines de personnes pour ce qu'on leur fait vivre et pour ce qu'ils nous font vivre. Mais en tout cas, je pense que le pari est réussi. Maintenant, il reste un défi. C'est plus du côté de la formation, c'est la médiation animale elle-même. Elle a besoin d'évoluer. Elle a un modèle qui est pas suffisamment stable aujourd'hui. Et je pense que les entrepreneurs animaliers, on a une vraie mission d'aider les personnes, une fois qu'elles sont formées, à vivre de leur projet, à réussir à s'épanouir et à pérenniser leur projet. Et les gens peuvent compter sur nous pour mettre ça en place. Parce que ça va arriver très vite. On est prêt? On est prêt. On est prêt.